de retour dans l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de Patrick Boyo, juriste et enseignant à l'université d'Evry, Jean-Claude Moulindabi, journaliste, Brice Nzamba, avocat au barreau de Paris. Alors donc, division de la communauté internationale. Alors les uns veulent des élections en 2018, les autres en 2019 pour être un peu plus pragmatique compte tenu de la situation sécuritaire et du fait aussi que toutes les parties prenantes finalement à la crise n'ont pas été associées à l'accord de Skirat. Alors sur le positionnement en tout cas de la France, est-ce que tout ce positionnement peut faire évoluer la situation en Libye ou au contraire mettre un coup d'arrêt au processus lancé, au processus de paix? Je pense que surtout le soutien de la France, à mon avis, c'est un soutien qui est très important et d'ailleurs qui ne devrait pas manquer dans ce processus vers les élections. Parce qu'on a vu, c'est un pays actuellement avec les institutions fragiles, surtout en ce qui concerne la sécurité. Le problème se pose toujours et on a vu que quand il n'y a pas le minimum d'apaisement et de sécurité, les élections ne peuvent pas se dérouler de manière libre et transparente. Et quand il y a contestation par après des élections avec un pays qui a connu une crise trop brutale comme on l'a vu, la suite peut ne pas être rassurante. Et là, justement, non seulement le soutien de la France est, à mon avis, incontournable, mais aussi le soutien... Alors, c'est quand même une stratégie. Alors, je vais quand même poser la question très franchement. Alors, est-ce qu'il n'est pas problématique, là, ce positionnement de la France? Est-ce qu'il faut associer la France à la résolution de la crise en Libye? On sait quand même qu'effectivement, la France a joué un grand rôle depuis l'arrivée de M. Emmanuel Macron à la présidence de la République française. Mais quand même, est-ce qu'il faut associer la France à la résolution de la crise? Pas au premier plan. Pas au premier plan parce que la France, le nom de la France déjà en lui-même évoque les très mauvais souvenirs aux Libyens. Et il faut dire les choses telles qu'elles sont. La France ne jouit pas d'une très bonne image déjà dans cette région de l'Afrique sahélienne, mais aussi en particulier des tribus qui sont dans le sud parce que ce sont ces tribus-là qui ont le plus souffert de la guerre. La stabilité semble revenir au fur et à mesure vers le nord, parce que les pays tels que la Tunisie, l'Égypte, l'Algérie sont en train de juguler les trafics, ainsi que certaines choses qui se passent au niveau de la Méditerranée avec les forces européennes. Mais au niveau du sud, ce sont ces tribus qui ont le plus souffert de la guerre, qui ont le plus souffert le martyre. Et plus, ce sont eux qui accueillaient les Africains, et ce sont eux qui étaient présentés comme les amis de Kadhafi. C'était ça le problème. Donc la présence de la France en avant-poste dans ce conflit n'est pas de nature à résoudre le problème. Et puis, il faut le dire, la France soutient clairement le général Haftar. Le général Haftar, qui est lui-même aussi soutenu par Al-Sisi, le président égyptien. Quand on sait qu'Al-Sisi lui-même est pour le Parlement de Tobrouk, qui est rival du Parlement de Tripoli. Donc vous voyez, d'une certaine manière, on retrouve une attitude partisane de la France que tous les observateurs voient. Voilà pourquoi la rencontre de Sène-Saint-Cloud a été un échec. Ça ne pouvait pas aboutir à quoi que ce soit. Parce que, comme je l'ai dit... Bon, alors quand même, ça a permis de mettre en place un calendrier électoral. Les deux autorités ont convenu d'un cessez-le-feu. Donc il y a eu quand même quelque chose qui a été concrétisé. Il y a eu quelque chose... d'une avancée. Oui. C'est une certaine avancée dans le sens où on doit comprendre que personne ne va gagner. C'est ce qu'on a compris. Que personne ne va gagner dans cette guerre, ni ceux de Tobrouk, ni ceux qui sont à Tripoli. D'où il faut maintenant négocier et savoir dialoguer, et surtout que le maréchal le maréchal Haftar n'est plus en bonne santé. Il y a eu des problèmes de santé terribles, et même sa vie. Il y a même des questionnements sur sa longévité, c'est-à-dire est-ce qu'il va encore vivre très longtemps après les élections, est-ce qu'il sera seulement présent, parce que ces problèmes de santé sont assez sérieux. C'est un problème assez délicat. Moi, je pense, pour ma part, il faut laisser aux pays africains la main, comme ça a été demandé avant de faire la bêtise de 2011, faite par Nicolas Sarkozy et David Cameron, mais il faut maintenant relancer le dialogue en associant bien sûr les pays du Sud, notamment le Niger et le Tchad. Brice Nzamba. Oui, écoutez, moi
moi, je pense que sur le principe, quand il y a un problème, et que la nécessité c'est de régler ces problèmes, il faut prendre les solutions d'où elles viennent. Il faut les examiner, les analyser et ne pas exclure d'emblée. Bon, quoique je crois que mon contradicteur en face, ou pas toujours mon contradicteur, ne pense pas le contraire, puisqu'il parle du principe que la France ayant allumé le feu, du coup, elle n'a plus de légitimité ou sa légitimité est contestable. Alors moi, je pense quand même qu'il y a eu quand même un changement à la tête de l'État français. C'est vrai que les décisions engagent les États, mais les régimes qui se succèdent à la tête d'un État servent aussi à redorer parfois le blason des États. On a vu ça avec les États-Unis, avec le temps Bush et le temps Obama. Donc je pense que la France aujourd'hui, avec Emmanuel Macron, essaye autant que faire se peut de redorer son blason, parce que consciente que le président Nicolas Sarkozy a posé des actes très graves en se servant un peu de la communauté internationale. Donc aujourd'hui, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire, puisqu'il y a eu un temps où les gens se sont fait la guerre en Libye, ça continue toujours, mais personne ne pourra sortir vainqueur, puisque chaque milicien a son soutien. Donc aujourd'hui, le peuple libyen, de façon générale, je parle du petit peuple qui veut juste vendre, vivre dans la paix, et puis produire, vendre et vivre, tous ces petits peuples aspirent à la paix. Et moi, je pense qu'il y a toujours une supériorité morale de l'ordre sur le désordre. Voilà, c'est-à-dire que par principe, mieux vaut l'ordre que le désordre. Voilà, même si parfois l'ordre peut cacher un désordre, mais l'ordre qui permet aux gens de s'élever, de commercer, comme l'ordre que faisait régner Kadhafi à l'époque, on pouvait dire qu'il était dictateur, etc. Mais il y avait de l'ordre. Donc je pense qu'aujourd'hui, la priorité, c'est l'ordre. Or, l'ordre, pour le mettre en place, on ne peut pas ignorer l'influence de la France au Sahel. C'est un fait. C'est-à-dire que même aujourd'hui, le G5 Sahel, la cheville ouvrière du G5 Sahel, c'est la France. La logistique, le financement. Et donc aujourd'hui, je dirais s'aliéner le soutien d'un pays comme la France, qui est encore est-ce que ça ne dépasse pas le caractère de soutien finalement? Là, on a ces trois pays, notamment l'Algérie, qui parlent d'ingérence. Donc, est-ce que ça dépasse le soutien? Parce que l'ingérence, c'est connoté. Quand on dit qu'un pays s'ingère, c'est connoté, c'est péjoratif. Voilà, c'est-à-dire que dire que la France s'ingère dans les affaires libyennes aujourd'hui, ça voudrait dire que la France arme des miliciens et participe au désordre de la Libye. Non, ça peut être aussi tout simplement vouloir accélérer le calendrier électoral, comme l'a dit Je pense que plutôt l'ingérence, c'est à partir du moment où un État étranger impose son calendrier ou sa vision dans les affaires d'un État. C'est ça l'ingérence. Voilà, les États sont appelés. L'État n'accepte pas. Parce qu'il y a beaucoup d'États qui acceptent, qui ne disent pas qu'il y a ingérence. Mais c'est ce que je dis. À partir du moment où il y a imposition, c'est-à-dire ce n'est pas quelque chose qui est concerté. La France veut imposer sa vision, alors qu'elle a déjà posé des problèmes sérieux, des dégâts considérables. Il y a une certaine logique qui consiste à dire qu'il faut être pragmatique, mais attendez, on ne balaye pas du revers de main ce qu'on a fait il y a quelques minutes. Évidemment. Ce n'est pas parce qu'il y a M. Macron qui arrive, avec toute sa jeunesse et toute son élégance, qu'il va faire oublier tout ce que la France a posé comme dégâts dans cette région. Si le Sahel aujourd'hui est en déliquescence plus qu'il y a 10 ans, c'est à cause de ce qu'a fait la France. Donc si la France revient comme cheville ouvrière dans le G5 Sahel, ce n'est pas pour les beaux yeux des Africains, ce n'est pas pour dire merci la France est revenue. On aurait même préféré que la France ne soit pas là. On aurait même préféré que le G5 Sahel n'existe pas. On aurait préféré plutôt que les populations aient vécu en paix comme c'était à l'époque. Évidemment. Puisque depuis la fin de la campagne libyenne au Tchad, arrêtée par l'armée zaïroise dans les années 70, il n'y avait pratiquement plus de guerre dans cette région. Les populations passaient, parce qu'on parle d'une région désertique. Mais il y avait des populations qui passaient du Tchad au Niger, en Libye, et dans une région désertique. Il y avait une certaine personne ne conteste la circonstance que le règne de Kadhafi a stabilisé cette région. Ça, c'est contesté par aucune personne de bon sens. Alors, personne ne conteste non plus que la manière avec laquelle on a fait tomber Kadhafi n'était pas respectueuse des Africains, des États africains. Ça aussi, personne ne le conteste. La question aujourd'hui, c'est que pour résoudre la crise libyenne, doit-on s'aliéner de la possibilité ou de la volonté de la France? Non, moi je n'ai pas dit qu'on ostracisait, je n'ai pas dit qu'il ne s'agit pas pour moi d'ostraciser la France. Voilà, il s'agit plutôt de dire, pour moi, mon propos, ce n'est pas mettre la France au premier plan. Ah oui, c'est ce que j'ai dit. Il y a plusieurs moyens de soutenir ces démarches. La Grande-Bretagne soutient les démarches
de manière incroyable à travers notamment l'Égypte. Mais là, on ne vous l'avait pas vu une seule fois, des congrès, des conférences être faites à Londres ou en Grande-Bretagne. Le problème, c'est la France. C'est un problème de rapport de force. C'est-à-dire que la France ne devient fort que de la faiblesse des Africains. Il ne faut pas en vouloir à la France pour ça. Non, la France provoque la faiblesse des autres pour se faire voir fort. Si vous êtes fort, on ne provoquera pas votre faiblesse. C'est évident. Alors la France ne fait que prospérer de la faiblesse des États africains. Si vous souhaitez que la France n'ait pas un rôle de premier plan, soyez fort, c'est tout. C'est la loi de la diplomatie internationale. Non. Donc si les États de la sous-région sont suffisamment concertés, unis, dans le désir de pouvoir accompagner la Libye sans laisser de place à la France, ça va se faire tout seul. C'est-à-dire que vous êtes en train de nous faire comprendre que la France a eu raison d'affaiblir la Libye pour encore affaiblir davantage. Non, je ne suis pas dans la morale. Je ne suis pas dans la morale. Non, nous ne sommes pas dans la morale. Nous sommes en train de comprendre. Voilà, je suis en train d'expliquer que la logique des lois, en fait, de la diplomatie, et du droit international. Affaiblir les autres pour se faire affirmer comme étant fort, c'est ça? Non, cher ami, le droit international ou la vie internationale, c'est pas la religion. On n'est pas en religion. Personne n'a dit que c'était de l'éducation civique. Les États n'ont pas d'amis, n'ont que d'intérêt. Je ne vous apprends rien. Donc à partir du moment où moi je suis chef d'État, ce qui m'importe, c'est l'intérêt de mon pays. Si ça peut vous arranger, c'est bien. Si ça ne vous arrange pas, je m'arrangerai pour que ça m'arrange, que ça vous arrange moins si je suis dans le sens de l'humanité. Et si ça ne vous arrange pas du tout et que ça m'arrange moi, je penserai d'abord à mon peuple. Voilà, c'est comme vous penserez d'abord à votre famille, si vous avez une famille. Une chose qui est vraie, c'est que derrière ce que nous disons, il y a des vies humaines. Derrière ce que nous essayons de développer ici, il y a des populations, il y a toute une structure qui existe depuis des décennies, des siècles même, je peux le dire, et qui sont en train d'être remises en cause parce que simplement on est en train de penser certaines théories qui n'ont rien à voir. Moi, j'affirme encore, et je soutiens cette thèse, que les pays africains doivent gérer ce problème à leur niveau. L'accord de Skhirat a été signé au Maroc. 3 pays africains du Nord sont en train de mener l'offensive diplomatique. L'Algérie, la Tunisie et l'Égypte. Faudrait encore associer des pays qui ne sont pas au premier plan, mais qui peuvent accompagner et se porter garant de cet accord, notamment en commençant par les pays du Sud, je cite bien le Niger et le Tchad, et par après associer d'autres pays, notamment la France. Donc je ne place pas la France dans une position c'est très beau à entendre, mais ce n'est pas réaliste. Alors, comme sur ce que disait il y a quelques instants Brice Nzamba, et si j'ai bien compris, est-ce que finalement, c'est pas à cause des pays africains, l'Union africaine, c'est pas, du fait que finalement elle n'a pas su prendre le lead dans la résolution de la crise et du coup la France a entre guillemets la nature a horreur du vide comme le droit international, comme la vie politique internationale a horreur du vide. Alors les autres ne prennent que le vide de ce que vous laissez, c'est tout. Alors donc la question, est-ce que l'Union africaine a été impuissante dans cette crise en Libye, Jean-Claude Moulindabi, que j'ai très peu entendu dans cette partie. Bon, malheureusement, l'Union africaine, on aurait bien aimé, qui répondent beaucoup plus présentes qu'ils ne le font. Alors quand même qu'ils plaident pour des élections en 2019, juste pour situer un petit peu. C'est le plus grand problème, et justement, Brice. Pardon, Brice. Mais Patrick, bon, j'ai un ami Patrick, mais moi d'accord. Donc, le plus grand problème, c'est que justement, il y a un vide, justement... qui a été donc rempli par la France. Voilà, non seulement par la France, qui va être comblé par la France. Et c'est dommage, justement, que sur le continent africain, il n'y a pas que la Libye où on peut trouver un problème comme ça. C'est que même une grande institution comme l'OIA n'arrive pas à assumer toutes ces missions. Patrick Boyo ne peut pas nier effectivement que depuis 2011, tout ce que l'Union africaine a fait, c'est de rejeter finalement l'ingérence étrangère. Mais il n'y a jamais rien eu de concret sur la résolution de la crise en Libye. L'Union africaine a été en avant-première, il faut le reconnaître, avec M. Jean Ping à l'époque comme secrétaire général, comme président de la commission, il faut le dire. L'Union africaine a été aux avant-postes. Le problème, c'est que, je l'ai expliqué tout à l'heure, la France et la Grande-Bretagne ont relégué les rôles de l'Union africaine par rapport à leur puissance militaire. Et ils ont dit que la résolution leur a donné le droit de bombarder, ils vont bombarder. Je mets en défi quiconque de me démontrer que dans cette résolution du Conseil de sécurité de fin de décembre 2010,
ou janvier 2011 de me dire le seul passage où il était écrit qu'il y avait le droit de bombarder, de mener des frappes au niveau de la Libye et au point de renverser le pouvoir libyen. Il n'y en a nulle part. C'était des mesures conservatoires dans le cadre du chapitre 6 des Nations Unies, la charte, et non dans le cadre du chapitre 7. Maintenant, on parle du vide. Qu'est-ce qu'on entend par vide qui s'est créé? La situation libyenne est gérée depuis plusieurs années par des pays de la région. Il y a l'Organisation de la coopération islamique qui est là, il y a la Ligue arabe qui mène l'offensive, il y a les pays de l'Afrique du Nord qui sont là. Nous savons que l'Union Maghreb arabe. Il n'en reste cependant que c'est la France et Emmanuel Macron qui est parvenu finalement à rassembler les deux autorités en 2014, il y a eu l'accord. Permettez, soufflez un peu que je puisse donner mon. Oui, je vous laisse la parole. En 2014, en 2015, pardon, il y a eu la signature de l'accord d'Esquirat. Oui. La ville balnéaire où s'est trouvée l'ancienne résidence d'été du feu Hassan II. Quel a été le rôle de la France ou de la Grande-Bretagne dans la signature de cet accord? Il faut féliciter plutôt le travail de l'ancien envoyé spécial, de l'ancien secrétaire général à l'époque, M. Ban Ki-moon, le diplomate Léon, qui a réussi cette prouesse, alors que personne ne le croyait. C'était un simple diplomate qui a réussi à réunir une bonne partie des gens pour signer cet accord. Alors que personne ne croyait que ça pouvait être possible. Le nouvel émissaire qui est arrivé, M. Salamé, a présenté un plan sur la base de cet accord qui a été présenté avant. Il n'y avait ni la France ni la Grande-Bretagne. Voilà pourquoi moi j'ai dit que c'est une utopie, c'est une vision pas réaliste de dire que la France peut venir aujourd'hui faire quoi que ce soit. Depuis c'est pas que j'ai quelque chose contre la France, mais je dis simplement ce qui est réel. Il y a un travail. Quelque chose contre la France. Mais non, attendez, je ne renie pas à la France le droit de faire quoi que ce soit. Mais je dis sur ce qui est en train d'être fait. Le Maroc a donné l'infrastructure, le cadre pour accueillir l'accord d'Esquirat. C'est un pays de l'Afrique qui l'a fait. C'est le Maroc. C'est pas l'Espagne, c'est pas la France. Il y a eu un diplomate, M. Léon, qui a fait ce travail. Il y a eu ensuite M. Salamé qui a proposé un plan sur la base de cet accord. Alors ne venons pas dire aujourd'hui que voilà, nous allons tous jeter à la poubelle parce que la France veut revenir en avant. Que fait-on de ce travail qui a été fait pendant non, mais il faut quand même préciser une chose, cher ami, c'est-à-dire que les résultats diplomatiques officiels sont le fruit. Citez-moi un de la France, dans le cas libyen. Citez-moi un seul résultat diplomatique de la France. Non, mais, depuis que la crise a commencé. Non, mais déjà, il a été. Moi, je vous ai cité l'accord d'Esquirat, le plan et les autres. Déjà, quand vous dites résultat, c'est connoté positif, ça peut être positif pour vous comme négatif. Non, le résultat n'a pas de connotation. Tout à l'heure, déjà, on a parlé de la réunion faite par Macron, de deux protagonistes. Quel est le résultat? Voilà, ça je veux savoir. Non, mais voilà. Donc, pour vous, ça, le fait de réunir des gens qui déjà ne voulaient pas se voir, qui étaient belliqueux dans une situation de guerre entre eux, de les réunir, de les faire parler et d'avoir au moins un minimum, je dirais, de possibilités d'envisager l'avenir. Pour vous, c'est tout. Macron a réuni deux personnes. Alors, c'est que je voulais. Il faut préciser une chose. Il faut être honnête avec les téléspectateurs. Là, vous êtes en train de parasiter. Macron a réuni le bras armé du Parlement de Tobrouk, qui est le général maréchal Khalifa Haftar. C'est lui le bras armé du Parlement de Tobrouk. C'est ni le Premier ministre, ni le président du Parlement, c'est-à-dire la Chambre des représentants. Et il a pris le Premier ministre de Tripoli. Il a pris que deux personnes. Alors qu'il y a eu un travail qui a été fait réunissant des dizaines de personnes avant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que la raison de mon intervention là, maintenant, c'était de vous dire que, puisque vous avez cité la réunion qui a été faite par ces diplomates qui a réuni les gens, voilà, le Maroc qui a donné l'infrastructure, alors c'est que vous semblez ignorer, je dis bien vous semblez, hein. C'est-à-dire que les réunions ou les conférences organisées sur le plan diplomatique, c'est le résultat visible d'un grand travail qui est fait qui est fait à l'ombre. C'est le résultat des tractations, des coulisses, des coups de fil. Et dans ces tractations-là, plusieurs États participent à cela. Vous, ce que vous voyez, c'est le résultat. C'est le Maroc a accepté de recevoir. Voilà. Moi, je ne suis pas en train de dire, il ne faut pas qu'on donne l'apparence qu'ici, moi, je suis en train de dire que la France doit... la France, c'est l'alpha et l'oméga. Moi, je suis en train de dire... L'apparence que vous voulez donner, c'est ce que vous-même vous donnez par vos propos. Non, je suis en train de préciser qu'il ne faut pas rester ancré sur le passé. Ce qui s'est passé, c'est passé, il faut tirer les leçons. Les leçons, c'est quoi? C'est que l'Union africaine est faible.
L'Union africaine n'a pas les moyens d'assurer. Mais voilà, mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est devant une situation qu'il faut régler, la crise libyenne. Alors, après avoir tiré les leçons que l'Union africaine est faible, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est qu'il faut faire deux hypothèses. Soit les États de la sous-région sont suffisamment forts pour régler la crise sans l'intervention de la France, ou en utilisant la France au second plan, alors c'est parfait. Soit ces États ne sont pas forts pour cela, alors tout naturellement, la France va s'imposer. Alors je vais répéter ce que j'ai dit. Il y a un plan qui est le sujet de notre débat aujourd'hui, un plan de paix qui est fondé sur un accord, je répète encore une fois, puisque tout le monde l'a suivi, peut-être pas vous, l'accord de Skhirat signé en 2015. Tout à fait. Et cet accord a été obtenu grâce à l'effort des pays de la région. Le Maroc a abrité. Oui, mais il faut le faire respecter l'accord, cher Habib. Vous savez, les accords, vous avez parlé d'élections tout à l'heure. Vous savez combien d'accords ont été négociés, signés dans les différentes crises en Afrique? Mais l'accord, il faut le faire. Restons sur la Libye, soyons précis. Oui, mais on parle de la Libye. Vous savez déjà combien de possibilités d'accords? Les accords, on peut les signer, il faut avoir la puissance de les faire respecter. Mais je vous dis que donc là, aujourd'hui, ce qui se pose, c'est comment appliquer le plan ou la feuille de route. Mais il est en train d'être appliqué. Ah oui, mais il est en train d'être appliqué. Déjà, le calendrier électoral qui est sorti pour à la fin de l'année découle de cet accord et de ce plan de l'ONU. Comment faire pour que les États de la sous-région puissent aider à faire respecter ces plans sans l'intervention au premier plan de la France. D'où le sens de la réunion d'Alger. Je vous rappelle qu'il y a eu une réunion d'Alger en juin 2017, une réunion au Caire en novembre 2017 et une réunion à Tunisie, à la Tunisie. Mais attendez, vous voulez que les pays de la région interviennent, en même temps vous ne voulez pas qu'ils se réunissent. Non, mais en même temps que les réunions sont les résultats de tractation, vous savez, les réunions, il faut savoir ce qu'on veut. Toutes les organisations de la sous-région en Afrique, c'est des champions des réunions. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme vous l'aviez dit, il y a des gens... Est-ce que vous pouvez me laisser prospérer? Alors, on va laisser terminer M. Nzamba, s'il vous plaît. On est passionné. Et je vous céderai la parole juste après. On bouclera ce débat. Voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il faut passer d'une étape de réunion, de conférences d'accord, à l'exécution de ces accords dans l'intérêt des populations. Voilà, c'est ça l'intérêt, l'enjeu majeur aujourd'hui, c'est ça. Puisque nous savions tous que ces États de la sous-région ont chacun leurs intérêts en Libye. Donc ces États-là, aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est de sécuriser d'abord les territoires, qu'ils soient en mesure, si nécessité il y a, et je pense qu'il y a nécessité, de mettre en place une force conjointe militaire capable déjà, par exemple, de pouvoir désarmer les milices, de les démobiliser, de créer les conditions des élections. Ça, la vraie question concrète, c'est ça. C'est-à-dire que qui va financer les élections, qui va armer, donner la logistique et financer la force s'il faut mettre en place une force conjointe. Est-ce que ces États ont les moyens de le faire? C'est ça les vraies questions. Et la vue politique, c'est une question de rapport de force. Si vous n'avez pas les moyens de votre politique, cher ami, vous pouvez avoir les belles intentions, les bonnes idées du monde, et bien vous mourrez avec ça. Vous connaissez un peu, j'aurais aimé ce qui est dans votre propos, que vous soyez aussi pragmatique que vous voulez que je le sois. Vous ne citez pas un seul pays qui, selon vous, est capable de le faire, de donner des moyens, de financer les élections, monter une armée pour aller démobiliser. Moi, maintenant, je vais vous dire ce qui manque, ce que moi je mets de l'avant. Ce que moi je mets de l'avant. Ce que je mets de l'avant, ce n'est pas le rôle de l'UA. L'Union africaine a été écartée dès le début et s'est montrée faible. Et elle restera faible jusqu'à la fin de cette situation. Je ne compte pas dessus. Bon, deuxièmement, je vous ai dit qu'on n'impose pas sa volonté à un État. Le Jamaïrien libyen est un conglomérat de tribus. Il faut arriver à dialoguer avec ces tribus. Mais il n'y a pas d'État en Libye. Laissez-moi continuer, je vous écouter religieusement. Parfaitement. Souffrez de m'écouter un petit peu. Maintenant, le problème maintenant, comme je l'ai dit, ce n'est pas de constituer un État par le haut en Libye, puisque ça ne marchera pas. On a voulu le faire après les élections de 2014, ça n'a pas marché. On revient maintenant à une solution où il faut prendre les anciens de Kadhafi, le fils de Kadhafi qui vient de sortir, les copains de Maréchal Haftar, les amis de la Libye, les amis de l'Égypte, pardon, de la Tunisie, et tout ce monde-là les mettre ensemble, sur la base d'un travail qui a été déjà commencé à être fait à Skhirat en 2015. À partir de cela, on peut arriver à se mettre ensemble et dialoguer pour mettre fin à la situation de l'esclavage des migrants. Dis-moi, on a envoyé quelle armée sur place ?
Il a fallu simplement une réaction ferme des pays. Il a fallu qu'on parle à ces tribus, à ces forces militaires qui ont compris. On a libéré la plupart de nos frères qui étaient en Afrique et réduits en esclavage, qui sont rentrés dans leur pays. Donc ça veut dire que pour la Libye, il n'y a aucune solution militaire envisageable. Tout ce que vous pensez, là, monter une armée, aller envoyer les gens en Libye pour aller bombarder encore, parce que là, une armée, ça ne va pas faire juju, ça ne va pas dire bonjour, ça ne va pas dire allez-y, monsieur, écoutez la bonne parole et laissez les armes, ça va pour tuer. Et personne ne va accepter que ça se passe encore en Libye. Il faut simplement continuer dans le sens de cette dynamique qui a commencé et que l'ONU est en train de soutenir. Depuis les accords de Skhirat, on l'a bien compris, et d'ailleurs, bien sûr, l'accord signé à Paris reprend à peu près, en tout cas, l'essentiel de cet accord. Alors on aura bien sûr l'occasion d'en parler, parce que ça pose question. Est-ce que la France est en train de reprendre la main sur la Libye? On aura l'occasion d'en débattre une autre fois sur ce plateau. En attendant, on marque une courte pause et on se retrouve dans quelques secondes pour la suite de l'Africa Newsroom. À tout de suite.